Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un nouveau TP concernant le WinPE. À savoir, on va essayer de créer un WinPE de type plat, c'est-à-dire sans RAM disk, sur un support VHD, étant donné que on va réutiliser ce support pour vérifier le bon fonctionnement du WinPE de type plat sous VirtualBox. Et pour ça, on va utiliser VirtualBox 16014, qui est la dernière version en date à ce jour. Donc, pour commencer, on va créer notre fichier VHD. Pour ça, on va dans l'interface DISMD VB Sharp, qui est ici une version bêta test que j'ai modifiée. Aller dans l'onglet Create Disk VHD VHDX. On vient sélectionner un lieu de dépôt. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser sur ma machine le lecteur D, ici. Et on va créer un fichier intitulé winpe.vhd qui va accueillir notre WinPE customisé en français. Donc je reviens à l'interface d'ISMD. Je viens choisir mon dépôt. C'est là où je vais stocker mon lecteur VHD. Je fais OK. Donc je le mets à la racine du D. Et je l'intitule, par exemple, winpe.vhd. Alors faites attention à l'extension du fichier. Mettez bien VHD et non pas VHDX parce qu'il n'est pas pris en charge correctement dans VirtualBox. Enfin, du moins, d'après ce que je sais, et même sur la dernière version, sauf erreur de ma part. Ensuite, on va créer un lecteur virtuel d'une taille de 20 Go. Donc ici, on va stipuler 20 480 mégas pour la taille du lecteur VHD. Et ensuite, on va choisir, pour des raisons de commodité et de rapidité de formatage, une version expandable. Alors expandable pour dire en fait que ce lecteur virtuel va grossir sur mon lecteur D de manière dynamique, suivant les données qui seront écrites sur le support. D'accord? Là, ici, pour la partie SDDL, on ne va rien mettre, hein, étant donné que pour l'instant, c'est encore au stade du déploiement, enfin du développement. Donc, on n'y touche pas. Et ensuite, on vient créer le support. On nous demande si on est sûr de vouloir créer le support. Je dis oui. C'est quasiment instantané. Et on constate que la commande dispart a correctement créé le fichier de disque virtuel. Alors là, j'ai laissé volontairement la console DOS activée pour bien vérifier le message, éventuellement des erreurs qu'il pourrait y avoir, et en même temps, ça me permet de débugger correctement. Mais je dirais que dans l'interface finale, on peut s'en passer, à condition de vérifier les codes d'erreur qui remontent dans l'application. Bon, ça, je suis d'accord. Là, on va fermer la fenêtre de la console DOS. On a notre lecteur qui a été créé. Pour preuve, si on retourne dans l'Explorer de Windows, dans le lecteur D, on voit bien que on a un fichier winpe.vhd qui a été créé à la date du jour. Donc là, on est 20h28. C'est marrant, il n'est pas calibré de la même manière. Ah si, si, c'était déclaré juste avant. Non, si, c'est bon. Et il a une taille de 48 kg. D'accord? Alors ça, c'est normal, il ne faut pas avoir peur au niveau de la taille. Ça va gonfler de manière dynamique, suivant ce qu'on met sur le support virtuel. Donc je reviens à l'interface de DISMD. Une fois le support créé, il faut le monter sur l'hôte, c'est-à-dire l'environnement Windows en cours d'utilisation. D'accord? Donc pour ça, on vient choisir le lecteur VHD à attacher.
sur la machine haute et on fait ouvrir. Donc là, je l'ai sélectionné et ensuite je clique sur le bouton attacher. Donc là, j'ai une fenêtre console DOS avec l'interface de Diskpart qui s'est mis en route et il me dit qu'il a correctement attaché le disque virtuel. Ça veut dire que maintenant, sur mon système hôte, c'est-à-dire mon Windows en cours d'utilisation, j'ai un lecteur supplémentaire qui a été ajouté dans l'environnement. Alors si j'ouvre l'Explorer, bien sûr, et que j'ouvre le poste de travail, je ne verrai rien. Parce que c'est un nouveau disque qui n'est pas encore initialisé. Par contre, si je regarde dans l'interface du gestionnaire de disques de Windows, effectivement, il a détecté qu'il y a un disque supplémentaire qui a été ajouté, mais il n'est pas encore initialisé. Donc là, je vais fermer la fenêtre sans rien faire dessus. Et si je regarde au niveau des disques, effectivement, j'ai un disque qui n'est pas encore initialisé, donc pas exploitable au sens Windows, Microsoft Windows, et il n'est pas encore partitionné. D'accord? Donc non initialisé et non partitionné. Donc pas exploitable du tout. Donc je vais fermer le gestionnaire de disque et je vais l'initialiser, mais non pas dans Windows. On pourrait le faire, hein, mais là, ce n'est pas la raison d'être de l'interface DISMD. Donc là, je ferme ma fenêtre et je reviens à l'interface DISMD. Et on va utiliser l'onglet Diskpart WinPE pour pouvoir initialiser ce disque-là. Donc, pour ça, on va cliquer sur le bouton Refresh List Disk. Et dans la liste en haut, on va sélectionner notre fameux disque virtuel. Donc là, sur ma machine haute, on voit que j'ai déjà un lecteur ici qui est un disque physique au format, alors il est marqué format IDE, mais en réalité c'est du SATA, hein, mais c'est un disque physique étant donné que je vois qu'ici c'est du Western Digital. Ensuite, c'est bien un disque fixe et non pas un disque virtuel. Là, pareil, j'en ai un deuxième sur le drive 0, toujours en Western Digital. Donc c'est un disque fixe, il ne faut pas que j'y touche. Moi, je vais travailler sur mon lecteur virtuel que j'ai attaché et qui n'est pas encore initialisé. Alors, je le trouve ici, tout en haut. La caption, donc c'est en fait la référence du disque, c'est un disque virtuel Microsoft. Donc, ça me paraît bon. Et ensuite, l'interface, le type d'interface, c'est SCSI. Ah, ça paraît bon aussi. Et ensuite, au niveau du numéro de lecteur, j'ai bien le numéro 2. Donc, on vient sélectionner notre disque virtuel 2 dans Select Drive et on choisit le 2. Ensuite, on vient choisir un modèle de partitionnement. Donc là, c'est essentiellement des modèles utilisés pour une clé USB, mais on pourrait l'utiliser aussi pour le disque virtuel, hein, ça peut marcher aussi, hein, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de lien direct. C'est parce que la picture ici, donc en fait l'image associée, c'est une clé USB. Donc moi je vais utiliser ce modèle-là en fait. Derrière ce modèle se cache un double partitionnement avec la lettre P et la lettre I. P c'est pour l'image du WinPE en FAT32 et I c'est pour une partition image en NTFS, ce qui permet d'exploiter des tailles de fichiers supérieures à 4 Go. Donc le lecteur P va être utilisé pour le stockage du WinPE en FAT32 pour être compatible avec l'UEFI et le lecteur I sera utilisé pour des fichiers d'une taille supérieure à 4 Go mais sur un support, un système de fichiers de type NTFS. D'accord? Donc là, je vous le dis d'avance, hein, la taille qui sera réalisée sur le P, ça sera une taille de 4096 mégas. Donc en fait 4 Go en FAT32. D'accord?
C'est suffisant pour le stockage du WinPE, à condition qu'on ne met pas énormément de packages dessus, mais ça passe. Donc voilà, là on va lancer le formatage du disque. On nous demande si on est sûr de formater le disque de, je dis oui, parce que je sais que c'est le disque virtuel. Ne faites pas ça sur vos propres disques physiques, hein, sinon vous allez éventuellement détruire des données, hein. Donc faites attention au choix du disque. Je dis oui, et on voit que dans la console DOS, la commande dispart vient partitionner mon disque virtuel. Dedans, on va retrouver le volume P avec une taille de 4096 mégas en FAT32, et on a le volume I pour image, qui est formaté en NTFS et qui fait une taille de 15 Go dans ce cas de figure. Je vous rappelle que le disque virtuel fait une taille totale de 20 Go. D'accord? Donc on a bien deux partitions sur notre disque virtuel, WinPE.VHD. D'accord? Donc si on regarde dans l'environnement Windows, j'ouvre l'Explorer, je regarde dans mon poste de travail, et on voit que le lecteur WinPE.VHD qui avait été attaché a été initialisé avec deux partitions. Une partition P pour le WinPE, déjà on a déjà le label qui a été initialisé, et une partition I avec le label image qui a été initialisé. Mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Si on regarde, pas de données. Hormis le volume info, mais il n'y a pas de données. D'accord? Donc on revient à l'interface des ISMGui. Et là, ici, maintenant, on va s'occuper de l'aspect du WinPE. Pour ça, on va d'abord créer un modèle de WinPE en AMD 64 ou alors en x86, suivant ce qu'on a besoin. Donc là, ici, je vais créer un modèle en AMD 64. Donc je sélectionne AMD 64. Et ensuite, j'appuie sur le bouton Create WinPE Template on Drive C. Donc avant de le faire, je vais vous montrer sur mon lecteur C que actuellement, sur mon lecteur C, j'ai déjà un dossier WinPE AMD 64. Dedans, il y a déjà la structure d'un WinPE générique ou personnalisé, ça dépend ce que j'ai fait auparavant, avec un dossier mount qui est normalement vide, mais là, il y a encore quelque chose attaché dessus. Donc on vérifiera ce que c'est. Et ensuite, la structure du WinPE à proprement parler, avec son dossier boot, ici. Hein, on voit bien avec le même test.exe, etc. Et le dossier source avec notre fameux boot.vim qui comporte le WinPE. Alors ici, généralisé, générique ou alors customisé, je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce que j'ai fait auparavant. Donc ça, c'est pour vous prouver qu'il y a déjà un dossier qui existe. D'accord? Maintenant, on va retourner dans l'interface des ISMGui. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà quelque chose dans le dossier mount, ça veut dire que j'ai laissé par mégarde un point de montage actif sur le système. Donc on va vérifier avec des ISMGui qu'est-ce que c'est. Donc pour ça, je reviens sur Mount Mount Control et je vais cliquer sur le bouton Get Mount Image Info. Bon, j'aurais pu le prendre ici dans les outils pour aller plus vite en cliquant sur Get Mount Vim Info. C'est la même chose. Et on voit ici, par exemple, qu'on avait déjà quelque chose qui était monté dans ce dossier, mais ça nécessite un remontage. Bah, par exemple, je vais vous montrer comment on remonte directement un point de montage qui serait nécessaire à remonter, comme là, hein, c'est d'après ce qui est dit.
Donc on fait un refresh mount image. Voilà, on attend le rafraîchissement ici. C'est fait. Donc ici, on sélectionne le point de montage en question. On vient simplement faire un copier-coller sur Mount Location et on fait Remount. Il nous dit que la commande a réussi. Si je fais Get Mount Image Info, on voit que cette fois-ci, l'état est repassé à OK. Donc, on l'a bien remonté. Et ici, comme je ne sais pas ce qui avait été fait dessus, ben, c'est pas grave. On va faire un discard et on va le démonter. D'accord? Alors pourquoi je l'ai démonté? Bah, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai fait auparavant et je l'ai laissé par mégarde. Donc je vais le démonter proprement. Voilà, là il est démonté. Donc si je regarde maintenant les images montées, bah, j'en ai plus de montées sur le système. Donc là c'est propre. Donc là je suis désolé, hein, j'avais laissé par mégarde un point de montage. Donc bon, je l'ai supprimé. D'accord? Maintenant, on va faire comme si je n'avais rien fait. Voilà, on va effacer la console, comme ça on revient à un écran qui est propre. Et on va aller de retour sur notre onglet Dispart WinPE. Donc on était arrivé ici. On a créé le partitionnement sur notre lecteur VHD. D'accord? Maintenant, on va créer notre template WinPE de type générique. Alors générique, pourquoi? Parce qu'il sera en langue et région EN-US. D'accord? Et non pas en français. Or, moi, je le veux en français. D'accord? Parce que je veux le personnaliser. Et en plus de ça, je veux rajouter des packages, comme PowerShell par exemple. Et en même temps, rajouter éventuellement un script, voire peut-être même deux, on va voir, et puis l'impacter dans mon nouveau WinPE personnalisé et le mettre sur le support VHD par la suite. D'accord? Donc, ici, je vais sélectionner mon type de template que je voudrais générer. Donc là, ça sera sur une base de système x64 bits. Donc c'est de l'AMD64. Et on va créer notre template. Donc je clique sur le bouton Create Template. Il me dit que le dossier existe déjà. Bah oui, effectivement, sur le C, j'ai déjà un dossier qui s'appelle WinPE AMD64. Donc je clique sur OK pour passer la boîte de dialogue. Et on me demande si je veux supprimer l'ensemble des fichiers ainsi que l'ensemble des dossiers du précédent WinPE AMD64. Bah oui, bien sûr. Je veux repartir sur une base qui est propre. Donc je fais oui. Dans l'interface de l'application des ISMD, on voit qu'on peut régénérer un nouveau WinPE sur le lecteur C en recliquant sur le bouton. D'accord? Donc avant de faire ça, je vais vous montrer que sur le lecteur C, mon dossier WinPE AMD 64 a disparu. Vous voyez? Ici, il n'existe plus. À partir de la lettre W, on ne voit pas de WinPE AMD 64. Donc j'ai bien supprimé mon ancien WinPE customisé ou générique, peu importe, qui était présent sur mon lecteur C. Maintenant, je vais régénérer un WinPE générique de type ENUS. Je vais vous démontrer que effectivement il est bien en ENUS avec l'onglet qui va bien par la suite. Donc je clique sur Create WinPE Template on Drive C et vous voyez qu'il a exécuté la commande copie PE en arrière-plan. Si je retourne dans l'Explorer sur mon lecteur C,
on a bien un nouveau WinPE AMD64 qui a été créé. Donc ça, c'est une nouvelle structure, avec toujours le point de montage dans ce dossier-là, qui est recommandé par Microsoft. Ensuite, le média WinPE qui est présent dans le dossier source sous l'intitulé du fichier boot.vim. Ensuite, on a bien notre fameux dossier FW file qui comporte le fichier pour générer des boot secteurs d'ISO DVD. D'accord? Donc, je reviens à l'interface des SMD. Et cette fois-ci, étant donné que j'ai généré mon WinPE générique, je vais monter ce WinPE générique en allant sur l'onglet Mount Unmount Control. Je vais choisir mon fichier boot.vim de mon WinPE générique. Donc pour ça, je vais dans le lecteur C. WinPE AMD64, Média, Source, boot.vim. Je fais ouvrir. Et là, il me dit que dans le fichier boot.vim, j'ai bien un index 1 avec un nom d'image qui s'appelle Microsoft Windows PE AMD64. D'accord? Je sélectionne l'index 1. On me gratifie du nom de l'image avec sa taille. Et je choisis un point de montage dans la structure recommandée par Microsoft concernant le WinPE, c'est-à-dire le dossier Mount, qui normalement est vide au départ, parce qu'on ne peut pas monter une image sur un dossier qui n'est pas vide. D'accord? C'est pour ça que j'ai détruit l'ancien d'ailleurs. Comme ça, on repart sur une bonne base. Là, je fais OK et je fais Mount Image. Donc là, en tâche de fond, il va monter l'image du WinPE générique et je vais vous montrer que cette image, elle est en version anglaise US. Voilà. Donc la commande a un code de sortie de 0, donc c'est correct. L'opération a réussi, donc c'est bien. Et la ligne de commande que normalement on aurait dû taper soit sous PowerShell ou soit sous une console DOS, ce serait cette commande qui est ici. Donc ça permet d'expliquer aussi aux gens comment on formalise la syntaxe de la commande DISM. D'accord? Donc maintenant, on va aller sur l'onglet Langage, donc Language and International Servicing. On va faire un rafraîchissement des images montées pour mettre à jour la liste qui est juste en dessous. Donc on vérifie qu'il a bien synchronisé. Voilà. On sélectionne notre seul point de montage dans le système, sous l'environnement Windows. D'accord? Et on affiche les informations concernant le WinPE générique au niveau de la langue et de la région. Donc la ligne de commande, elle est ici. Et on voit en dessous le résultat, comme quoi, par défaut, on a une langue de type ENUS et un clavier, au passage, QWERTY et non pas AZERTY. Et la langue par défaut du système qui est en anglais US. Et la zone, la timing zone, donc en fait la zone horaire sur le Pacifique. D'accord? Donc tout ça, on va le modifier, le customiser pour le mettre en français, parce que moi j'utilise la langue française. Donc voilà. Donc pour ça, il faut se rendre sur l'onglet
Custom WinPE. On clique sur le bouton Refresh Mount Image. C'est le même principe que tout à l'heure. Pour mettre à jour ici les images qui sont montées. Alors, il pourrait y en avoir plusieurs. On a le droit de travailler sur plusieurs images. On peut même quitter l'interface et revenir dans l'interface. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite. Si je quitte l'interface de DSMGui, voilà, j'ai quitté l'interface de DSMGui, je la remets en route. Donc, il faut le temps qu'elle arrive. Je retourne à l'endroit où j'étais il y a 2 secondes, c'est-à-dire dans le Custom WinPE, là, ici. Je fais Refresh Mount Image. Il a redétecté un point de montage valide en lecture-écriture sur l'index 1, mais qui nécessite un remontage. Donc comme tout à l'heure, on peut le remonter facilement en allant sur Mount to Mount Control. On fait un Refresh Mount Image. Ensuite, on vient sélectionner notre point de montage qu'on veut remonter. On fait un copier-coller sur Mount Location et on fait Remount Vim. Voilà. Et là, notre image est remontée dans le système. Ensuite, on retourne sur Custom WinPE, on fait Refresh Mount Image, on sélectionne notre point de montage, qui cette fois-ci a un état OK. Donc il faut toujours vérifier que l'état est OK. Là, on a eu un petit contretemps, mais logiquement, s'il était OK, on pouvait le remonter tout de suite. Ensuite, on fait un Detect ADK. Ensuite, on choisit la langue. Donc moi, je voudrais le mettre en français. Ensuite, pour garder une cohérence par rapport à ce qui a été créé au préalable, je reste sur un système de type AMD64. D'accord? Et au niveau des packages, je vais rajouter par exemple le PowerShell. Alors, il faut savoir que normalement, le PowerShell n'est pas le seul package à rajouter. Il y a des prérequis. En fait, il y a des interdépendances entre les packages. Eh bien, vous inquiétez pas, parce que DISMGIV, cette version, est capable de gérer les prérequis. C'est-à-dire qu'il va rajouter volontairement les packages qui manquent pour éviter justement un code d'erreur. D'accord? Il y a un dysfonctionnement du PowerShell. Donc, ici, on peut rajouter éventuellement un script de détection du BIOS qui sera initialisé lors de l'appel de startnet.cmd lors de la phase du WinPE init. D'accord? Donc ça, on peut le cocher, ça peut être intéressant. Comme ça permet de vérifier sur quel environnement on démarre, si c'est un BIOS UEFI ou si c'est un BIOS Legacy de type MBR. Et ensuite, on va rajouter la commande qui permet de maximiser le profil de performance de la machine. Donc on aura des performances hautes en termes de vitesse d'exécution. D'accord? Alors ici, pour ces 2 lignes-là, on clique sur les boutons respectifs. Donc Apply, Apply. Et pour la partie au niveau de la langue et du PowerShell, on va cliquer sur le bouton principal Apply ici pour basculer notre WinPE générique, donc de type ENUS, vers un WinPE en FRFR, c'est-à-dire en français. On fait Apply et on attend. Donc là, tout se fait en tâche de fond. Et au passage, vous pouvez voir que avec la nouvelle version, alors en bêta test de DISMGui, l'interface reste à peu près responsive, c'est-à-dire qu'on peut toujours solliciter les onglets
malgré qu'il y a une tâche en cours d'exécution, en tâche de fond. D'accord? Et en plus de ça, on peut jouer sur les ascenseurs en direct, sans avoir de problème, malgré qu'il y a une tâche en cours d'exécution. D'accord? Ça, c'est un peu plus pratique par rapport aux versions précédentes. Ça permet de voir la ligne de commande, par exemple, complète, que normalement on aurait dû taper dans une console de type DOS ou PowerShell. Donc là, il faut patienter un petit peu. Donc au passage, j'avais sélectionné que PowerShell, et vous voyez qu'entre-temps, il a rafraîchi l'écran et il a rajouté les coches des modules, enfin des packages complémentaires, des paquets complémentaires qui vont s'ajouter au PowerShell. Donc c'est pour ça que la procédure est un tout petit peu plus longue ici, parce qu'il rajoute les packages manquants. Alors ce qui est pratique, c'est que dans l'interface au final, ici, on aura le détail de tout ce qui a été fait, avec les codes de sortie de chaque fonctionnalité pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Bon, après, c'est perfectible, hein. On peut faire mieux, hein. Mais bon, faut le faire, faut avoir du temps. Voilà, là, il me semble qu'il a fini. Alors, on va vérifier, hein. Normalement, le dernier module, enfin, le dernier package par rapport à ce qui est coché, c'est scripting. Donc, on va vérifier que on est bien sur le scripting FRFR. Donc, c'est ça. D'accord? Donc là, voilà. Si on regarde complètement, on a toutes les lignes de commande qu'on aurait dû taper, hein. Elles sont ici, hein, pour chacune des actions qui permettent de personnaliser notre WinPE. Donc on voit bien ici qu'il a rajouté la langue FRFR concernant le module WinPE Language. Là, ici, on voit bien qu'il a basculé la langue en français, le clavier en français, tout en français, hein. Ensuite, pour le package WMI, il a installé la version ENUS de base et derrière, il a rajouté la version française. Donc si on regarde ici, on a la même chose mais en version française. Ça permet d'ajouter donc la langue française pour le package WMI et ainsi de suite. Donc il a fait la même chose pour PowerShell, le scripting, jusqu'à la fin. Et à chaque fois, vous avez le code de sortie de la fonction pour savoir si tout s'est bien passé. Une fois que ça c'est terminé, donc la partie customisation du WinPE est faite, bah, il faut impacter la, la transformation du WinPE générique. C'est-à-dire qu'il faut démonter notre WinPE qu'on vient de customiser. Donc on retourne dans Mount Unmount Control et on sélectionne notre point de montage. Bah là, il y est déjà. Et on va faire Unmount, mais attention, avant de faire ça, il faut changer le paramètre pour faire un commit dessus. C'est-à-dire qu'on veut impacter nos modifications qu'on a fait au niveau de notre WinPE customisé. Ça, c'est important, hein. Il ne faut pas oublier de le faire, hein. Sinon, vous allez rester sur un WinPE générique, en anglais US, sans PowerShell. Or, moi, je veux ma version customisée. Donc, je suis obligé de faire un commit. Et ensuite, je fais un unmount image. Voilà. Voilà. Donc, on a un code de sortie de 0, donc c'est correct. L'opération a réussi. Et si on veut regarder la ligne de commande qu'on aurait dû taper dans une console DOS ou PowerShell, ce serait cette ligne-là. D'accord? Donc maintenant, on revient sur l'onglet Dispart WinPE.
je rappelle que le support WinPE, enfin le support WinPE.VHD est toujours monté, hein. Si on regarde ici dans l'Explorer, on a WinPE ici sur le volume P et image sur le volume I. Les partitions sont vides. On va les peupler avec notre version de WinPE customisée. Donc pour ça, on vient cliquer sur le bouton Create Flat WinPE on P-Drive. Toujours en AMD64. On va cliquer sur le bouton. Et là, on voit que dans l'interface DISMGUI ici, que le 11/2/2024 à 21h03, on a démarré la création d'un WinPE AMD 64 de type plat, c'est-à-dire sans RAM disk, avec la commande dism/apply-image/image file, etc., etc., sur le volume P, en utilisant l'index 1 de notre WinPE customisé à partir de l'image boot.vim. D'accord? Donc là, on attend qu'il applique l'image WinPE sur le support. Si on regarde en parallèle à travers l'Explorer, on voit bien que la partition WinPE ou le volume P est en train de se peupler avec la version customisée du WinPE. D'accord? Donc je reviens à l'interface d'ISMGUI. Là, ici, vous voyez que je fais ça dans une console DOS, chose que normalement je ne devrais pas faire, mais bon, je le fais pour l'étude de la version bêta test de DISMGUI, hein, que je suis en train d'améliorer. Donc ça veut dire que là, comme j'ai une fenêtre qui prend énormément de temps, l'interface graphique ne répond plus, hein. Donc faut pas chercher à la mettre en avant-plan, on ne peut pas y accéder. Donc là, entre guillemets, c'est une erreur de ma part, mais il faut savoir que par la suite, on va l'intégrer directement, comme je l'ai intégré pour les autres onglets, pour éviter justement le déblocage de ce type-là. Donc c'est plus pour avoir une fluidité au niveau de l'aspect graphique. D'accord? Donc en fait, gérer les threads, hein, tout simplement, hein. Là en réalité, j'ai volontairement bloqué ce qu'on appelle l'UI thread. Donc l'interface utilisateur est bloquée parce que il n'y a pas assez de temps de rafraîchissement et on ne peut pas contrôler l'application correctement. Normalement, on ne fait pas comme ça, hein. Mais bon, c'est en cours de perfectionnement. Il ne faut pas vous inquiéter. Mais ça ne gêne en rien sur la conclusion du TP et la finalité. Ça fera la même chose, hein. Il ne faut pas avoir peur, hein. C'est un peu moins pratique, on va dire. Voilà. Donc on va attendre qu'il a fini. Bon, vous allez voir, il ne va pas aller jusqu'au bout, hein. Il aura fini avant. Faut pas avoir peur. C'est juste un problème de gestion des threads, en fait, hein. Le, le rafraîchissement graphique est moins prioritaire que la création de l'application des fichiers à travers la commande DSM apply. D'accord? Voilà, et il a fait un bond à 100%, hein, il a terminé. Donc, maintenant, il nous pose une question pour savoir si on veut mettre à jour le magasin BCD qui permet de se positionner correctement sur le noyau Windows à lancer. Donc, en l'occurrence, le noyau WinPE, hein, parce que c'est un support WinPE qu'on fait. Donc, bien sûr, hein, on va dire oui. Et là, il va exécuter une nouvelle console DOS. Et en fait, à l'intérieur, il va exécuter la commande bcdboot p2./windows/sp
/f all, c'est-à-dire qu'il met à jour le magasin BCD pour qu'il boot sur le noyau WinPE, d'accord? Sur le volume P, bien sûr. Et il nous gratifie d'un message comme quoi il a terminé de créer le WinPE en AMD 64, c'est-à-dire sur un système 64 bits. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on a démonté notre support WinPE. Donc les modifications ont été faites. Maintenant, on peut tester notre support. Alors je vérifie quand même qu'on avait bien. Oui, il me semble que c'est fait. Donc ça c'est bon. Donc maintenant on va retourner dans notre onglet Create Disk VHD VHDX. D'accord. Et on va détacher notre lecteur virtuel. Avant ça, on va aller dans l'Explorer et on va regarder notre WinPE et on voit bien que on a une structure de WinPE de type flat. D'accord? Et si on regarde dans le dossier Windows Système 32 StartNet CMD, qu'on fait une édition, on voit bien qu'on a rajouté nos scripts pour identifier le type de BIOS qu'on va utiliser dans la machine virtuelle et la ligne de commande PowerConfig pour maximiser les performances de la machine. Donc a priori, il est bon. Hein. Donc maintenant, on va sélectionner notre support WinPE VHD qui est sur le D. On va faire ouvrir le fichier winpe.vhd et on va détacher notre lecteur virtuel. Voilà. Il est correctement détaché, donc on va fermer la console. On va quitter l'application des ISMD et maintenant on va s'occuper de la machine virtuelle pour vérifier que notre 8PE de type flat fonctionne. Donc pour ça, on va mettre en route VirtualBox. On va se mettre sur l'écran de bienvenue et on va cliquer sur Nouvelle machine. On va lui donner un nom, on va l'appeler test. On va laisser le profil de version sur Windows 10 64 bits. Et on va aller dans Hardware, on vérifie qu'on a bien la mémoire par défaut 2048 mégas, bon ça c'est correct. Et ensuite on va cocher la case Enable EFI, parce que je vous rappelle que on voulait tester ça dans un environnement UEFI, sous VirtualBox. Ensuite, sur la partie hard disk, par défaut, il nous propose de faire un lecteur de 50 Go en VDI, mais on ne va pas l'utiliser. Donc on va faire do not add a virtual hard disk, c'est-à-dire qu'on n'attache aucun disque dur sur cette machine de test. On va le faire manuellement avec notre version personnalisée de WinPE qui est sur un lecteur de type VHD. Donc on va faire Finish. On va sélectionner notre machine de test. Et là, pour l'instant, elle n'a aucun disque dur. On va lui rajouter notre disque dur virtuel winpe.vhd. Pour ça, on va dans l'onglet stockage
on clique sur ajouter un disque dur, on reclique sur ajouter, et on vient sélectionner sur le lecteur D notre fichier winpe.vhd. Remarquez au passage, regardez sa taille, elle a augmenté. On n'est plus à 48 kg, on est à 3 Go et des patates. On fait ouvrir, on sélectionne et on fait Choose, et on a bien notre lecteur virtuel de type VHD qui contient le WinPE. D'accord? On fait OK. Alors sur la machine de test, on vérifie les paramètres. On a bien le FI d'activer. Mémoire vive 2048, c'est OK. Mémoire vidéo 128 MB, c'est OK. Et le port SATA 0 sur le WinPE.vhd qu'on vient de créer. D'accord? Et qui est personnalisé en langue française et non pas en langue anglaise US. On met en route la machine virtuelle et on vérifie le résultat. On va agrandir la fenêtre. On va se positionner au niveau du milieu de l'écran. Voilà. Et on va laisser booter la machine virtuelle sur le WinPE, si ça fonctionne. Alors sachez que j'ai fait le test sur Hyper-V et sur VMware. Alors VMware édition VMware Player, hein, 17.5 quelque chose. Ça fonctionne, hein, il n'y a pas de problème. Sachant que sous VMware, on a la possibilité d'utiliser directement des points VHDX. Hein. Donc il y a moins de restrictions quelque part. Donc normalement, ça devrait booter. On va voir un petit cercle qui s'agite. Voilà, c'est parti. Donc je vous rappelle qu'il est customisé, donc il doit être en français, et en plus de ça, il doit exécuter un script qui permet d'identifier le type de BIOS qui est utilisé par la machine virtuelle, et il va initialiser les performances maximales de la machine. Il va activer le profil de performance maxi. Voilà. Donc là, on voit bien que il a détecté que la machine virtuelle est de type UEFI et il a bien activé les performances max, sachant que c'est visible par rapport à la légende qui est ici. On voit bien qu'il est en performance élevée, d'où le petit astérix devant ce profil-là. C'est bien le profil qu'on avait demandé dans le script. D'accord? Maintenant, si je fais la même chose, donc je vais éteindre la machine. Donc pour l'éteindre, on peut faire winpe utile shutdown /s/t0. Donc là, on va l'éteindre. Et on peut modifier la configuration de la machine virtuelle pour la basculer en mode legacy, donc en mode MBR, donc on va avoir un BIOS legacy. On fait OK. Et on va rebooter sur le support. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Donc là, on a une machine au format BIOS Legacy et on va regarder si ça démarre toujours et si il nous affiche dans le script comme quoi il a démarré sur un BIOS Legacy, c'est-à-dire MBR. Donc voilà, le noyau il démarre, pas normalement.
Voilà, l'UNPE init s'active. Et on voit que ici, le PC a booté en mode BIOS, sous-entendu le BIOS Legacy ou encore le BIOS MBR. D'accord? Donc ça fonctionne parfaitement. On peut vérifier aussi qu'on a le PowerShell de disponible. Donc pour ça, on lance la commande PowerShell et on voit que le Windows PowerShell est chargé. D'accord? Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, hein. J'espère que bah, l'application peut-être correspond à vos besoins ou pas, hein, c'est possible, hein. Et on se verra dans une prochaine vidéo au fur et à mesure que l'application bah, soit plus performante et plus adaptée à ce que les gens recherchent. D'accord? Voilà, je vous remercie. Une bonne soirée à vous et à tout le monde. Et à plus tard. Merci.